Ouais, ce qui nous rassemble ce matin, là, c'est enfin, une partie entre midi et deux. En gros, c'est le statut juridique pour mon entreprise sous forme de questions. Donc, l'idée, c'est de présenter un petit peu l'état des possibilités d'entreprendre avec différents statuts juridiques. Je te laisse avancer parce que j'ai pas la main sur la diapo, mais Ah, voilà, donc, donc on s'est présenté ça va tout à l'heure. On peut m'expliquer, passer. voilà. Manette, Elie et Vincent. Serre France, vous nous connaissez puisque ce webinaire s'adresse à toute personne. Donc on a une slide sur Serre France. Juste pour Célia qui nous a rejoint. En fait, tu sais que depuis le 1er octobre, on a fusionné 23, on a fusionné avec les collègues de la Drôme et du Vaucluse en ce qui me concerne. Et ils ont fusionné avec l'Isère pour Valérie et Nathalie. Et les adhérents, ben, Monsieur Monfils et Madame Bombard sont sur la Drôme. Voilà. Donc on passe. Il y a un temps de réaction. Donc on va passer effectivement là-dessus. Hein. Donc là, le premier la première forme, alors qui s'adresse à toute personne, hein, il existe deux grandes familles. L'entreprise individuelle, qu'on appelle l'EI, hein, dans le langage courant, et la société, qu'on appelle société, voilà, qui sont habituelles. Voilà. Donc, alors, c'est plutôt un webinaire sur les formes commerciales. Donc, ça vous concerne, Madame Bombard, par rapport au photovoltaïque, notamment. Hein. Euh, Effectivement, la société qui exploite l'activité volaille est aussi peut-être en société civile avec un régime fiscal de l'IS. Hein. Mais là, ce qu'on veut, c'est parcourir l'ensemble des dispositifs effectivement applicables. Je laisse, Alors, tous les fondamentaux, hein, et il ne faut pas l'oublier, même pour Madame Bombard, en fait, si on crée une société, c'est que, en gros, on sait où on va. Hein. Et pour savoir où on va, c'est que, bon, on est clair dans son projet, on sait où on va, ne serait-ce que pour son marché, ce qu'on va vendre, hein, ce qu'on va entreprendre, et aussi les aspects financiers liés bon, aux sociétés ou à l'envie de créer une entreprise individuelle sont clairs. Hein. Donc en fait, la société, c'est une résultante d'un projet. Hein. Faut jamais l'oublier, de temps en temps, et souvent Célia peut avoir ça, c'est-à-dire que les gens, ils arrivent, ouais, vous me faites, j'ai besoin d'une SASU parce que, etc. Bah, ok, j'entends que vous parlez de SASU, mais encore faut-il vous connaître votre projet et savoir où vous allez. Et ce matin, j'ai eu au téléphone une personne qui, bon, nous sollicitait pour une SARL, et finalement, bon, c'était très ambitieux, et aujourd'hui, elle a pris un petit peu les choses de manière plus simple. Et du coup, on va s'orienter vers une entreprise individuelle. Donc, parce que le modèle financier a bougé. Hein, voilà. Faut pas, c'est la conséquence d'une réflexion de créer une société ou une forme, société, ou une forme individuelle. Voilà où on se situe. Alors, bah, le cas classique, c'est l'entreprise individuelle. Hein. Donc, il y a une séparation des patrimoines. Alors, on va y venir là-dessus. Hein. C'est une notion c'est une notion un peu subtile puisqu'on est en entrepreneuriat individuel, mais la loi le prévoit depuis le 15 mai 2022. L'entreprise individuelle, c'est un formalisme souple. Hein. On a des régimes fiscaux et sociaux associés à l'entrepreneuriat individuel qui sont là aussi qui sont clairs et même simplifiés avec la forme de la micro-entreprise. La micro-entreprise est une forme simplifiée au niveau fiscal et social de l'entrepreneuriat individuel. Alors, je continue et tu me complémentes, Nathalie, hein, parce que Bien c'est comme ça. sûr, Hein, voilà. oui, il n'y a pas de Alors, souci. euh, ce qu'il Donc faut, là, la grande nouveauté, c'est effectivement, depuis le 15 mai 22, les biens utiles à l'activité professionnelle seront automatiquement séparés des autres biens de l'entrepreneur. Donc, en l'occurrence, c'est biens professionnels. Et ce sont les biens utiles à l'activité professionnelle. Ce sont ceux qui ont une destination
euh, liées à l'entrepreneur, liées à l'activité de l'entrepreneur individuel, Voilà, donc tout liées à à fait. son bilan. C'est une notion de bilan. C'est-à-dire que si vous Complètement. utilisez un bien, admettons, vous utilisez, j'en sais rien moi, un micro qui n'a pas qui, c'est un PC, donc on peut dire que c'est une activité professionnelle, mais qui n'est pas impliqué dans le projet, ce PC ne sera pas positionné dans votre patrimoine professionnel. Voilà. Et tout ce qui est positionné dans le patrimoine professionnel, ben, c'est un gage pour les créanciers, pour vos créanciers. Voilà. Et du coup, Chouette. ils peuvent aller, enfin, au pire, saisir ces biens s'ils avaient besoin de se faire payer parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le moyen de se faire Mm, payer. Ou bien sûr avec une procédure, hein, mais bon, mm. effectivement, le fait que vos biens privés hors champ de l'activité ne soient pas, comment dire, compris comment dire, dans la responsabilité de votre entreprise, c'est quand même important. Et ça évite effectivement d'engager tout le patrimoine privé dans une activité, même si vous êtes en entreprise individuelle. Voilà, je crois que c'est le sens des slides suivantes. Voilà. Pour autant, voilà, il y a quand même une nuance, effectivement, parce que tout ce qui est créé avant, donc avant l'existence de la structure, effectivement, ben là, du coup, les créanciers, qu'ils soient professionnels ou personnels, eh ben, ils pourront intervenir avant l'activité, hein, avant la création de l'activité. Et puis, quelquefois, et c'est souvent le cas, les banquiers réclament des garanties complémentaires. Alors, c'est vrai que quand je vous ai dit tout à l'heure les créanciers, j'ai parlé des créanciers ordinaires. Mais les créanciers, on va dire, tels que la banque, c'est pas des créanciers privilégiés, mais eux, ils connaissent donc les règles et donc, systématiquement, ils vont vous demander des garanties complémentaires et souvent sur le patrimoine personnel. Et puis, bien sûr, il y a les créanciers privilégiés comme l'administration fiscale ou les systèmes de sécurité sociale, les organismes sociaux en général. Je poursuis du coup, Oui, tu veux? Oui. ouais, Donc là, vas-y. du coup, pour la création, bah, effectivement, c'est beaucoup plus facile que si on crée une société, parce qu'on n'a pas besoin de statut, on n'a pas besoin de plein d'autres documents. Donc, il suffit effectivement de faire une déclaration. Donc, pour déclarer votre entreprise, donc de choisir un lieu d'activité et de choisir un nom éventuellement, une adresse, et puis voilà, ça, c'est assez pratique On peut avoir un nom et rapide, commercial et être entrepreneur individuel. bien sûr, tout à fait. Je te laisse Alors, continuer pour le régime oui. fiscal. Alors, en fait, l'entrepreneuriat individuel peut être, peut avoir trois régimes fiscaux possibles. Le premier, effectivement, c'est un régime fiscal selon l'impôt sur le revenu, hein. Donc du coup, ce qu'on appelle le réel, c'est-à-dire en gros, enfin le réel, bah, vous connaissez hein, tous les invités, donc c'est recettes moins dépenses moins amortissement, donc on a un résultat qui matérialise réellement la rentabilité de l'activité. On a deux autres régimes possibles, le régime de la micro-entreprise, hein, du coup, votre résultat, selon la catégorie dans laquelle vous êtes, il est constitué d'un pourcentage du chiffre d'affaires. Hein, si vous faites du négoce, vous avez un abattement de 71%, donc votre résultat, c'est 29% de votre chiffre d'affaires. Si vous êtes si vous faites une activité de prestation de services et vous relevez des bénéfices industriels et commerciaux, donc c'est 50% votre résultat. Si vous êtes une profession libérale, par exemple, si vous êtes kiné, votre résultat selon le micro, c'est 66% de votre chiffre d'affaires. Et si vous êtes agriculteur, ce qu'on appelle le micro BA, le résultat, c'est 13% du chiffre d'affaires, hein. Donc ça, c'est le deuxième régime accessible à l'entrepreneuriat individuel. Il en existe un troisième qui est rare, qui existe, donc on vous le cite, mais qui est très hybride, et donc c'est pour ça qu'il est peu pratiqué. C'était la possibilité, alors je le mis, vous voyez, je l'ai dit au passé, mais en fait c'est toujours vrai, c'est la possibilité d'opter au régime de l'IS pour l'entrepreneuriat individuel, hein. Bon, donc ça paraît assez intéressant parce que l'IS, on a nos charges sociales et l'impôt sur la base de sa rémunération et non pas sur ce qu'on dégage, hein. Et ça, je pense que Madame Bombard peut nous en parler. Mais euh,
mais par contre, quand on est une entreprise individuelle à l'IS, il y a ce qui n'est pas, il y a une tacite distribution du résultat, et ce résultat, il est soumis à charge sociale. Donc, bon, mais Et ça, l'idée, comment? c'est difficile à maîtriser, en fait, du fait qu'on a, en Oui, fait, la même structure, c'est une entreprise individuelle qui est à l'impôt sur les sociétés, alors qu'en fait, il y a un impôt qui touche les sociétés pour lesquelles l'entreprise individuelle est soumise. Et de notre côté, il y a l'impôt sur le revenu qui, effectivement, est dû pour toute personne qui n'est pas en voilà. société. Donc, c'est un petit peu complexe et Ouais, délicat. c'est complexe, mais c'est possible. Mais par contre, nous, au niveau des cabinets comptables, on a des, enfin même, il y a une conséquence, c'est la distribution tacite du résultat qui ne fait pas l'objet de rémunération, et du coup, eh ben, on revient sur une forme de taxation de l'entrepreneuriat individuel. Donc voilà. Mais il faut le savoir parce que vous pouvez le lire, et Oui, voilà. Donc ça, c'est l'entrepreneur. Donc ça, c'est le régime fiscal, hein. Et le régime social, ben, on a aussi les deux régimes possibles. Le régime classique, vos cotisations sociales, c'est 45% du résultat fiscal. Donc ça, c'est vrai que vous soyez, enfin, c'est vrai pour les gens en entreprise individuelle au réel. Et puis il y a le régime du micro-social, hein, le régime de la micro-entreprise, ça s'appelle le micro-social. Dans ce cas-là, vos charges sociales sont établies selon un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Donc qu'on a listé, hein, 12,3 pour les ventes, 21 pour les prestations de services, et pour les bénéfices agricoles, c'est 13% de 45%. Voilà, hein. Et quand on est à l'IS, eh ben, en entreprise individuelle, ben, mes charges sociales, c'est 45% de la rémunération, majorée de la distribution systématique du résultat. C'est là où, ce que je disais, on a un système de majoration qui fait que l'intérêt de l'IS pour le I, pour l'entreprise individuelle, est un petit peu minoré. Donc, on peut passer, Valérie. Voilà, on peut passer sur la micro. Donc c'est un bon, pour l'impôt, il y a un système de paiement forfaitaire en fonction des activités qu'on peut passer. Il y a un versement libératoire pour l'imposition, hein. Mais pour avancer sur le statut de l'entreprise individuelle, c'est la slide d'après, voilà, c'est que c'est un régime souple qui introduit cette notion de responsabilité illimitée, ou enfin illimitée, enfin quand même, enfin, une responsabilité partagée, je dirais, hein, entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel, pardon, euh, mais qui effectivement permet, enfin, qui est quelquefois intéressant quand on entreprend avec peu d'investissement, et qu'on cherche la souplesse et la simplification dans le formalisme. Souvent, c'est un statut qu'on peut envisager quand on démarre. Voilà. Donc, juste une petite précision sur le côté administratif et déclaratif. Désormais, toute entreprise doit se déclarer auprès du guichet unique de l'INPI. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en entendre parler. C'est depuis le 1er janvier 2023. Donc, dorénavant, c'est un guichet unique, un CFE, un centre de formalité des entreprises universel, hein, pour toute la France. Et donc, du coup, c'est tout en système dématérialisé, hein, donc il n'y a rien qui se fait papier. Et donc, toute personne qui en a l'envie peut aussi s'inscrire directement. Pas obligé de passer, surtout pour une entreprise individuelle, de passer par un juriste pour réaliser, on va dire, votre installation à titre individuel. Après, souvent, malheureusement, c'est pas toujours encore facile d'utilisation et d'accès. Donc, ça arrive quand même que les clients reviennent vers nous parce que justement, ils ne sont pas arrivés à s'inscrire correctement. Mais l'idée, c'est que aujourd'hui, ce guichet unique est accessible à tous et que tout le monde peut gérer ses formalités, ses déclarations individuellement. On va passer au statut de la société. Donc la société, alors là, on parle principalement de la structure SAR sociétaire, pardon, de société commerciale. Donc société commerciale, on peut être un seul associé ou on peut être plusieurs associés. Donc la société SARL, que ce soit dans une SARL ou une SAS d'ailleurs, c'est le même principe au niveau du nombre d'associés.
Donc, on peut être de 1 jusqu'à l'infini, 100, 150 personnes dans une structure. Très difficile à gérer, mais c'est faisable. Votre responsabilité au sein d'une société commerciale est limitée au montant de vos apports, au montant du capital social. Donc ça, en fait, on le retrouve également sur la structure EARL, qui est une structure société civile, mais qui a l'avantage d'être à responsabilité limitée également. Donc on a l'EARL pour l'agricole, la SARL et la SAS. Ce sont 3 structures où on a la responsabilité limitée de l'associé. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, c'est limité au montant des apports et du capital social. Donc, en cas de difficulté financière, les créanciers iront chercher la propriété, ce qui est en propriété de la société pour se faire payer si ils n'ont pas pu le faire autrement, mais ils pourront après se retourner vers les associés jusqu'au montant du capital social, jusqu'au montant des apports. Au-delà, ce ne sera pas possible. Bon, ben, comme je le disais tout à l'heure, le banquier connaît aussi très bien cette règle et lui, souvent, prend des garanties personnelles en parallèle quand il vous octroie des prêts. Le dirigeant, donc on peut en avoir un ou plusieurs. Dans une SARL, ce sera un gérant. Dans une EARL également. Et dans une structure SAS, ce sera le président ou les directeurs généraux. Leur responsabilité au niveau des dirigeants, ben, elle est à la fois civile et pénale, bien sûr, parce que donc ils sont responsables de leurs actes, ils sont responsables de leurs actes vis-à-vis des associés, mais aussi vis-à-vis des tierces personnes. C'est des choses qu'on peut faire évoluer dans les statuts. On peut prévoir de limiter les pouvoirs des dirigeants en fonction justement de l'activité, et on peut décider que pour certaines décisions bien précises, à ce moment-là, on a besoin de l'accord des autres associés. Donc, le dirigeant, il trouve sa responsabilité limitée. Et là, du coup, s'il engage quand même la société, il sera seul responsable. Et non pas, donc, la société ne sera pas forcément engagée. Voilà, pour chaque société, sauf pour les EARL, on a une liberté dans le montant du capital social. En EARL, c'est 7 500 € au minimum. Donc là, je ne parle pas de libération du capital pour le moment, peut-être j'en parlerai tout à l'heure, mais ce n'est pas vraiment l'objet de ma présentation. Le régime social pour chaque dirigeant. Donc, quand on est dans une SARL ou EARL, on est travailleur non salarié et travailleur non salarié agricole pour une structure agricole. Et dans une société SAS, on est systématiquement assimilé salarié. Assimilé salarié, ça veut dire qu'en fait, on a donc l'obligation pour l'octroi de la rémunération d'établir une fiche de paye, mais en contrepartie, le dirigeant ne cotise pas pour tout ce qui est chômage. Donc, on n'a pas en fait une situation de véritable salariat. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on l'appelle assimilé salarié. Et au niveau de l'imposition des bénéfices, les structures, les 2 premières EARL et SARL sont soumises, non, plutôt l'EARL est toujours, quelle que soit la relation des associés au sein d'elle, est toujours à l'impôt sur le revenu. La SARL, alors associé unique, elle est aussi à l'impôt sur le revenu. Et dès qu'on est plusieurs, on passe à l'impôt sur les sociétés de plein droit, avec une possibilité pour certaines sociétés, mais on verra dans le slide suivant, de passer à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu. Je reviendrai là-dessus avec la slide suivante. Voilà. Donc, pour la société à plusieurs, donc c'est aussi une société à responsabilité limitée, de 2 à 100, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, limitée toujours aux apports, pareil, la même chose pour le dirigeant, et la responsabilité, la même chose pour les dirigeants, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a peut-être. Sur le plan, pardon, excuse-moi Vincent. Je vois que Célia, Oui, tu as levé pardon. la Une main. question? Oui, Pardon. je Oui. levais la main par rapport au capital. Qui est-ce qui détermine le montant qui est affecté en capital? C'est le Ah, choix de l'entrepreneur? Vous les y a- conseillez? Comment, oui, comment il y a ça marche? il y a du conseil, c'est souvent économique, il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte. Déjà, bon, il ne faut pas que ce soit un capital trop faible parce que il y a des règles, on va dire, juridiques qui font que si le capital est trop faible et qu'on constate du déficit dans les premières années d'activité, ce déficit vient manger le capital social et dès qu'on a atteint la moitié du capital social,
on a une obligation de faire des formalités en disant on ne veut pas dissoudre, on veut quand même continuer, il faut qu'on publie, il faut qu'on dépose, donc du coup ça fait des frais. Donc du coup des fois, suivant comment l'activité va évoluer, on va dire il vaut mieux prévoir un capital un peu conséquent pour absorber ces premiers déficits. Il y a aussi le banquier qui, lui, effectivement, va dire, moi, je suis d'accord pour vous accompagner, mais je compte sur vous pour que vous mettiez tant d'argent en capital. C'est-à-dire, c'est des sommes qui restent bloquées. Alors que si on fait un apport, ce qu'on appelle un compte courant, ça ne sont pas des sommes bloquées et du coup, à tout moment, les associés pourraient prélever. Et pour garantir, on va dire, une certaine structure avec donc une certaine aisance financière, le banquier peut quelquefois exiger un montant de capital social, surtout quand il y a un investissement assez important. Mais en même temps, de l'autre côté, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, responsabilité de l'associé qui est limitée au montant du capital social. On ne va pas non plus proposer des montants de capital trop importants, parce que du coup, c'est la responsabilité de l'associé qui est engagée également derrière. Donc, tout est une question en fait de cas par cas en fonction du profil et du projet. C'est bloqué, mais on peut l'utiliser en fait pour les besoins de la société. Oui, Bien oui. sûr, tout à fait, bien sûr. C'est bloqué, c'est-à-dire que les Le associés temps. ne peuvent pas prélever pour eux pour des raisons, on va dire, personnelles, mais effectivement, les sommes qui sont en capital vont servir en fonds de roulement dans la structure, bien Voilà. évidemment. Bien évidemment. Quand je dis bloqué, c'est vis-à-vis du prélèvement vis-à-vis des associés. Ouais. Voilà. Donc, le régime, alors quand on est dans une société SARL à plusieurs associés, le dirigeant, en principe, il est aussi assimilé, non, il n'est pas, pardon, il est normalement, s'ils sont plusieurs, s'ils sont tous dirigeants, ça va être des travailleurs non salariés. Si par contre, il y a une seule personne qui est associée, que celle-ci, elle est soit minoritaire, une seule personne gérante, si elle est minoritaire ou égalitaire dans le capital social, elle est assimilée salariée comme au sein d'une SAS. On a vu tout à l'heure. Et pour l'imposition au niveau fiscal, une structure, à partir du moment où une SARL, on est deux, on est forcément à l'impôt sur les sociétés. Par contre, suivant le lien de parenté au sein de la SARL, alors le lien de parenté, le lien familial au niveau fiscal, il est limité, c'est-à-dire ce qu'on appelle les SARL de famille, c'est parents, enfants, frères et sœurs. Voilà, ça ne va pas au-delà. Et conjoint, bien sûr. Donc là, du coup, le conjoint est pacsé. On peut opter pour l'impôt sur le revenu et ne pas être à l'impôt sur les sociétés. Là, c'est pareil, c'est des choses qui s'étudient en fonction de l'activité, des résultats réalisés. Et du coup, on choisit le régime fiscal pour optimiser un maximum et payer le moins possible de prélèvements obligatoires. D'où votre choix que vous avez fait entre l'IS et l'IR. Voilà, exactement pour Madame Bombard, pardon. Ensuite, donc, on passe à la SAS, à moins que vous ayez d'autres questions sur la SARL. C'est bon? Non, vas-y. Ouais. Donc, voilà. Donc, du coup, la SAS, comme je vous disais, on peut être plusieurs ou seul. Si on est seul, on peut l'appeler la SASU, la SAS unipersonnelle. C'est le terme qui est plus juridique. Donc, on est au minimum 1. La même responsabilité limitée pour l'associé. Également, même principe pour le dirigeant, sauf que je vous le disais tout à l'heure sur le plan social, où on se trouve avec un statut assimilé salarié. Je pense que c'est sur la slide complémentaire qui suit. Voilà. Et systématiquement, par contre, une SAS, on est à l'impôt sur les sociétés. On a une possibilité de faire une option à l'impôt sur le revenu dans certains cas, et c'est surtout au début de la vie de la société, et c'est limité dans le temps à 5 ans. 5 ans. Je vais vous présenter les différences SARL et SAS. Je vous laisse les lire si vous souhaitez. Après, je peux les commenter. Donc, on n'a pas de capital minimum, ni de maximum. Les titres, c'est des parts ou des actions. Les apports peuvent être en numéraire ou en nature, dans les deux sens. Au niveau de la libération du capital social au moment de la constitution, dans une société SARL, on va vous demander de libérer un cinquième, alors que dans une société commerciale, une SAS, on va vous demander de libérer 50%. Je reviens rapidement sur l'ERL, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, je l'ai évoqué tout à l'heure. Au niveau de l'ERL, il n'y a pas d'obligation de libérer le capital social à la Constitution.
C'est-à-dire qu'on va écrire sur papier le montant du capital social, mais on ne va pas vous demander une attestation comme quoi vous passez en banque pour verser une somme d'argent pour dire, ça y est, j'ai un capital qui commence à être constitué, comme c'est le cas pour la SAS, 50%, ou la SARL, 20%. Et quand on fait des apports en nature, il n'y a pas lieu de libérer quoi que ce soit. Donc, par contre, les apports en nature, je n'ai peut-être pas précisé, mais dans les structures, il faut faire évaluer, on va dire, les apports par un commissaire aux apports. Au niveau du dirigeant, donc une SARL, comme je vous ai dit, un ou plusieurs dirigeants gérants. Sur une SAS, on est sur un président avec d'autres organes, donc principalement des DG, des directeurs généraux. On peut constituer des comités, des conseils d'administration. Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. Tout dépend aussi, on a une certaine grande souplesse au niveau des statuts, donc on rédige un petit peu comme on le souhaite. Et de ce fait, du coup, on peut organiser et dire, on va mettre en place un conseil d'administration avec des administrateurs. Sur la SRL, ce n'est pas possible. Toute personne peut diriger, hein, que ce soit dans les deux structures, qu'elles soient associées, actionnaires ou pas. Elles peuvent prendre ce poste de direction. Hein, ce n'est pas obligatoirement, comment dire, Un associé. un choix au niveau des associés. Pour la nomination, c'est aussi, alors pour une SARL, c'est les associés qui choisissent. Pour une SAS, on verra ce qu'on aura décidé dans les statuts, toujours pareil. Rémunération, alors du coup, on peut prévoir des montants fixes, des montants variables. On peut prévoir d'un salaire, il n'y a pas de salaire minimum hein, des deux côtés. Mais la grande différence, c'est que sur la SAS, comme je vous l'ai dit, assimilé salarié, on a obligatoirement un bulletin de paye à élaborer. Le statut social, donc, c'est travailleur non salarié pour la partie SARL, sauf si le gérant est minoritaire ou égalitaire. Sur la SAS, c'est assimilé, quelle que soit la détention de capital social, assimilé salarié. Et le conjoint, dans les deux cas, peut également effectivement prendre le statut ou de salarié ou conjoint collaborateur ou principalement c'est ce qu'on retrouve ou associé, bien sûr. Pardon, vous aviez avancé entre-temps, excusez-moi, j'ai été dérangée par mon téléphone. Non. Désolée. Oui, donc du coup, après, les avantages et les inconvénients pour tout ce qui est travailleurs non salariés, assimilés salariés. Alors, on va passer par les avantages travailleurs non salariés. Donc, en fait, alignement du régime maladie. Donc, en fait, oui, c'est un régime, une couverture. Hein. Le coût, c'est beaucoup plus faible. Hein. Donc, c'est vrai qu'effectivement, ça coûte un petit peu moins cher que si on est assimilé salarié. Pourquoi? Parce que assimilé salarié, en fait, on a des cotisations de deux casquettes, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, l'employeur qui est la société paye des cotisations sociales du fait de la fiche sur la fiche de paye, hein, c'est mentionné, et le salarié a ses retenues comme tout salarié, sauf pour ce qui concerne le chômage. Donc, du coup, à l'assimilé salarié, l'avantage, c'est qu'on peut avoir un statut cadre, en fait. Hein, donc, c'est plus, on va dire, rémunérateur. C'est mieux couvert. Hein, la couverture maladie est plus intéressante. Souvent, il y a moins de jours de carence, hein, comme on dit. Donc, voilà, c'est plus simple. Par contre, s'il n'y a pas de rémunération sur la partie assimilé salarié, pas de fiche de paye, pas de couverture sociale. Du côté TNS, même si vous ne prélevez pas de rémunération, de toute façon, vous allez payer des cotisations sociales au minima, à minima et être couvert. Voilà. En principe, l'avantage, j'avais pas terminé, pardon. L'avantage sur la partie charge de SAS, assimilé salarié, c'est que si vous vous attribuez une rémunération, il n'y aura pas de charge sociale sur les dividendes distribués. Hein, parce qu'il y a deux revenus, on va dire, principaux au niveau d'un dirigeant, sa rémunération. Et puis, quand on fait l'état des comptes, au moment de l'approbation des comptes, on peut décider ou pas de distribuer du résultat, du bénéfice, bien sûr. Ça s'appelle du dividende. Alors là, c'est distribué, ce dividende, il sera distribué si effectivement le dirigeant a également de la qualité d'associé, bien sûr. Hein, s'il n'est pas associé, il n'aura pas de dividende. Et sur ces dividendes, pas de cotisation sociale. Ça, c'est intéressant. Mais est-ce que j'ai fait le tour de il la n'y a pas de question? cotisation sociale. Par contre, il y a la flat tax qui est au Par plus contre, de voilà. 30%. Oui.
Donc, c'est pas le Oui, jackpot, hein. alors C'est- c'est flat tax, oui, au niveau fiscal, mais par contre, là Il n'y a pas aussi de c'est protection pareil. sociale. Il peut y avoir aussi choix avec le taux progressif si c'est moins plus intéressant aussi, en Hmm. fonction de la situation personnelle du dirigeant. Les statuts sociaux des Ça, on dirigeants en de a SAS parlé. et SARL, on en a Hmm. parlé, oui, j'allais dire, je vous l'ai déjà précisé. Ah, voilà. Je te laisse prendre la Oui, suite ou comme la- tu veux. Ouais. le, souvent, et c'est vrai peut-être pour Célia, les gens disent bah, je crée une SASU ou une SAS parce que sur mes dividendes, j'ai un taux de prélèvement obligatoire plus faible. C'est vrai, hein, là, on est à 30%, alors qu'il y a des charges sociales sur les dividendes quand on est en modèle SARL qui sont autour de 45%. Par contre, quand on est en SASU ou en SAS, on doit avoir un minimum de rémunération, hein, donc on ne peut pas échapper aux charges sociales. Et puis, euh, et puis aussi, si on n'a pas de charges sociales, ben, on n'a pas de protection sociale, donc ce qui est un petit peu gênant dans le modèle de création de société, alors que même si on a très peu de rémunération dans le modèle SARL, on a un minimum de protection sociale, hein. Donc le modèle SAS ou SASU, souvent, il peut être utilisé pour des gens qui ont des activités complémentaires, qui ont déjà une activité en place par un statut de gérant TNS, et puis à côté de ça, on crée une activité un peu plus un peu dissociée du reste, et on propose une SAS ou une SASU dans ce cas-là. Euh, La conclusion. ouais, je te laisse conclure et puis on fera Oui, peut-être un tour de table. tout à Ouais. fait. Donc, du coup, ben, voilà, vous avez bien compris qu'effectivement, en fonction du projet, en fonction du profil, en fonction des volontés de chacun et surtout du projet économique, en fait, le statut juridique, eh ben, il sera adapté. Hein, souvent, je dis, dites-nous ce que vous voulez faire et on vous trouvera une solution et un montage qui pourra convenir à ce que vous souhaitez. Il n'y a jamais de solution parfaite où on n'a que des avantages et pas d'inconvénients, hein. Après, il faut faire la part des choses et se dire, eh ben, je prends ça et je décide ça pour telle et telle raison. Effectivement, en contrepartie, j'aurai tel inconvénient, mais bon, je fais la part des choses et je choisis de retenir quand même cette forme juridique. Bien sûr, c'est parce qu'on retient une forme juridique, c'est pas définitif, hein. Tout peut évoluer, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on crée des structures, mais après on les fait vivre et elles évoluent, hein. Il y a des mouvements, surtout quand c'est une société. Une EI sera beaucoup plus limité, hein. Une entreprise individuelle, on aura moins de choix, mais quoique, on a quand même le régime fiscal qui peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et ce qui compte, c'est qu'effectivement, on analyse bien le projet économique, comme le disait Madame Bombard. Vous avez pris le temps pendant 2 ans de bien réfléchir à la question et de faire le point sur ce que vous souhaitez, ce qui sera le plus adapté. Et c'était hyper important de prendre le temps de cette réflexion, des analyses fiscales, économiques, et juridiques. C'est important.